Bonjour et bienvenue sur notre podcast consacré au e-commerce et destiné aux e-commerçants ou ceux en devenir. Je me présente Aurélie et je suis accompagnée de Charles. Bonjour Charles. Bonjour Aurélie et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des tendances de cette année 2023. Nous vous expliquerons ce qu'est le BNPL, Buy Now, Pay Later, et de ses nombreux avantages. Enfin, nous échangerons avec la société Le Petit Pouce afin de comprendre comment le e-commerce les a aidés dans leur stratégie de développement. Merci Charles pour ce sommaire très clair. Ce que je te propose, c'est que nous commencions tout de suite avec les tendances du e-commerce en 2023. Allez, c'est parti. Avec une très belle année 2022, les chiffres de la FEVAD, la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, nous indiquent que le e-commerce reste sur une très bonne dynamique. J'ai avec moi quelques chiffres qui le prouvent. Attention, 2 Français sur 3 achètent sur Internet. Ce secteur représente aujourd'hui au total 14% du commerce de détail, 150 milliards d'euros. C'est le chiffre d'affaires du e-commerce, soit une hausse de 13,8% en un an. Ah oui. Et enfin, plus de 2 milliards de transactions sur l'année. Vous le comprenez donc, le e-commerce est un véritable vecteur de croissance. On vient de le voir avec ces chiffres, quel que soit le secteur d'activité d'ailleurs. Il faut savoir qu'un panier moyen sur Internet est 2 fois plus élevé qu'en magasin quand même, Aurélie. Ouais, effectivement Charles. On le voit, le e-commerce progresse chaque année. Ce n'est évidemment pas sans rappeler la crise du Covid, qui a intensifié son développement, bien sûr, et permis de répondre à de nouveaux usages clients. Aujourd'hui, d'ailleurs, tu, à mon avis, es d'accord avec moi, Charles, il est difficile d'aborder une stratégie de développement sans penser au digital ou à la vente à distance, quel que soit son domaine d'activité. Tout à fait, oui. La stratégie digitale, elle peut, dans un premier temps, passer uniquement par le développement d'un site vitrine pour se faire connaître, voire élargir sa zone de chalandise. D'ailleurs, tu savais que 81% des consommateurs commencent à chercher en ligne avant de faire un achat important. Ah oui, quand même, non, je ne le savais pas. Et je pense qu'il y a même des domaines que nous n'imaginions même pas voir prospérer il y a de ça quelques années, mais qu'aujourd'hui nous semble indispensable dans ce secteur-là. Mais on le verra avec notre success story un petit peu plus tard. Revenons plutôt aux tendances. Est-ce que toi, Aurélie, tu connais le système de Buy Now, Pay Later, l'équivalent de achète maintenant et paye en français? Je doute pas de ton anglais, mais... Oh, tu peux en douter, j'en ai entendu parler, je l'ai vu beaucoup lorsque j'effectuais mes achats sur Internet, mais vas-y, dis-nous en plus. Alors en fait, le Buy Now, Pay Later, c'est un système de paiement dématérialisé, mais surtout, vous l'aurez compris, fractionné. Par exemple, Aurélie, tu es sur un site de vêtements. Tu effectues ton shopping, j'ai envie de te dire, comme d'habitude. Tu me connais bien. Mais au moment de payer, tu te rends compte que le montant est un peu trop élevé. En fait, tu peux sélectionner le paiement fractionné en 3 ou 4 fois et sans frais. Tu commences à m'intéresser. Voilà, je m'en doute. Parmi les autres solutions, bien entendu, que tu vas retrouver classiquement par carte, tu vas donc payer une première fois le jour J, puis tu effectueras tes autres versements plus tard, les mois prochains. Je te confirme qu'en tant que shopping addict, si on me propose ce mode de paiement, il y a de fortes chances que j'augmente le montant. Je le savais, je n'en doutais pas. Il faut également savoir que cette pratique est tout autant avantageuse pour le client que pour les e-commerçants. Puisqu'en fait, le BNPL, il permet d'augmenter quand même le taux de conversion. Hop, taux de conversion, ça me semble barbare. Ouais, je m'en doutais, je vais t'expliquer. C'est très simple, le taux de conversion, c'est le nombre de visites sur votre site internet qui ont abouti concrètement à un achat. Ok. Il permet également d'améliorer le parcours d'achat en captant les clients qui abandonneraient le panier au moment du paiement. En plus de ça, il va permettre la hausse de votre panier moyen de 30 à 50%. Ça, c'est quand j'augmente mon panier Exactement, à la fin. ce qu'on disait tout à l'heure, et donc du chiffre d'affaires. Enfin, je trouve que c'est intéressant de préciser qu'aujourd'hui, 44% des Français ont eu recours au paiement fractionné, et ce chiffre atteint même les 66% pour les moins de 35 ans. Il me semble aussi avoir compris que le e-commerçant reçoit directement le montant total des commandes. Tout ce qui est vérification de solvabilité, les procédures de recouvrement restent à la charge de fournisseurs de la solution de paiement. Donc, il n'y a aucun risque d'impayé côté e-commerçant. C'est ça, C'est tout à fait ça, t'as tout compris, exactement. Donc vous l'aurez compris, c'est une solution qui sera appréciée par vous et par les clients, donc pourquoi s'en priver finalement? Et maintenant, nous accueillons Emmanuelle et Séverine, les cofondatrices de la société Le Petit Pouce. Bonjour Emmanuelle, bonjour Séverine. Bonjour. Bonjour. Bonjour Emmanuel, bonjour Séverine. Vous avez créé Le Petit Pouce en 2017. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'activité de votre société? Oui, bien sûr. Donc, on a créé l'entreprise en 2017, mais en fait, l'idée vient il y a bien plus longtemps, à la naissance de mon fils en 2010. Je me suis aperçue que j'allais conserver plein de petits souvenirs de lui, de la naissance jusqu'à l'âge adulte, et que je ne savais pas où les mettre. Donc, je me suis dit, mais il doit exister des grandes malles à souvenirs où mettre tous les souvenirs des enfants. J'ai cherché beaucoup et j'ai rien trouvé à cette époque-là. L'idée a fait son chemin et en 2015-2016, il y a eu un plan social
commercial dans la grande entreprise dans laquelle je travaillais et où travaillait Emma également. Et on a décidé toutes les deux de profiter de ce plan social et de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est là que j'ai rencontré Emma. Donc, on travaillait dans la même entreprise, mais on ne se connaissait pas avant. Ça surprend toujours. Voilà. Donc, on s'est associés sur ce projet-là, qui était de créer une entreprise, donc qui s'appelle Le Petit Pouce, POU2SE, dans le sens qui grandit, parce que on voulait créer des jolis produits pour conserver les souvenirs de l'enfant qui va grandir, et donc des produits qui seront conservés toute la vie. Donc ça, c'était il y a 7 ans. On a commencé à travailler sur le projet, on a imaginé tous les produits, et surtout imaginé les produits en fonction de ce qu'on aurait aimé avoir, nous, pour nos enfants, recevoir en cadeau, par exemple. On a cherché des financements, et c'est comme ça qu'on est venu à la Banque Populaire, qui nous a accompagnés dès le départ, qui a cru en nous tout de suite, qui nous a accompagnés dès le départ dans ce projet pour pouvoir nous lancer, faire du développement produit, acheter du stock, acheter notre site internet, le faire, etc., etc. Et vous voilà aujourd'hui avec nous, du coup. Exactement. Et on confirme donc que les plus belles storytelling proviennent des histoires personnelles auxquelles on peut s'identifier. Ah, je confirme, cette histoire est très inspirante. Et il en faut beaucoup pour inspirer Charles. Merci Aurélie, super la réputation. De rien. J'aimerais savoir ce qui vous a décidé à devenir entrepreneuse. Alors, je pense que, comme l'a dit Séverine, c'est d'abord l'envie de créer des produits qu'on cherchait nous-mêmes pour nos propres enfants et qui n'existaient pas, qui a quand même été le point de départ de cette aventure. Et un deuxième aspect sur lequel, on s'est reconnus toutes les deux, c'était quand même de donner du sens à notre activité professionnelle, on passe quand même un certain nombre d'heures chacun dans nos métiers. Et pour nous, c'était vraiment important d'avoir une activité qu'on était capable d'expliquer à nos enfants, qui seraient capables de comprendre. Et ce qu'il y a de chouette, c'est qu'aussi nos clients nous font ce retour-là régulièrement depuis 6 ans. C'est de dire merci d'avoir créé des cadeaux qui créent du lien au sein de la famille, qui sont symboliques pour les enfants et qui vont durer dans le temps. Donc on fabrique pas du jetable. Et ça, c'était important pour nous en termes de sens. Un aspect important aussi, quand on vient d'un grand groupe, c'est qu'on avait tendance à subir un peu des décisions d'entreprise qui n'étaient pas les nôtres. Aujourd'hui, on est capable de prendre des décisions à deux et surtout de les mettre en place tout de suite. Et ça change pas mal. En tout cas, s'il y a des auditeurs qui sont motivés pour la création d'entreprise, c'est un point qui est important. Un autre point important pour nous deux aussi, c'était le fait de pouvoir prendre nos propres décisions et de les mettre en place tout de suite, ce qui est pas toujours facile quand on est dans des grandes entreprises. Avec le petit pouce, on peut prendre une décision le matin et se mettre en action tout de suite. Ça, c'est chouette. Et enfin, le dernier point, c'est quand même en tant que jeune maman à l'époque. Moi, j'ai connu Séverine, j'étais enceinte. Mon fils avait 1 an et demi. Toi, tu avais déjà aussi 2 enfants petits. C'est pouvoir aussi de s'organiser librement en termes de vie privée. Donc, on peut organiser notre temps comme on veut. On peut choisir notre lieu d'activité, nos déplacements et adapter notre vie de famille aussi. Donc, ça, c'est quand même un luxe aujourd'hui qui a été bénéfique pour nous. Qui n'a pas de prix. Et qui n'a pas de prix, tout à fait. Et du coup, le fait de pouvoir vous lancer en ligne, ça vous a aidé dans le développement de la société, bien évidemment, mais par quelles étapes vous êtes passé pour en arriver là? Alors, dès le départ de l'entreprise, on a décidé de faire de la vente en ligne. Ça, il n'y avait aucun doute dès le départ que ce serait notre canal de distribution numéro 1. Mais par contre, on a quand même testé plein d'autres choses avant de se dire on va devenir pure player. On a donc bien sûr lancé le site en 2017 et rapidement après, on a démarché des magasins spécialisés comme des petits concept stores par exemple, spécialisés dans l'enfance et le bébé. On a bien sûr fait des salons spécialisés, donc le salon du bébé, on a même fait des foires, on a fait la foire de Paris et on a ensuite fait le tri de ce qui marche, ce qui marche pas. Et faut admettre que ce qui marche le mieux, c'est quand même la vente en ligne, donc via notre site en particulier, puisque c'est notre source principale des ventes. Mais on a du coup décidé aussi de se lancer sur des marketplaces pour se diversifier, pour se dire on n'est pas dépendante d'un seul site qui est le nôtre avec les aléas du web qu'on peut connaître. Donc on a commencé à vendre sur d'autres marketplaces comme Etsy en particulier. Ensuite il y a eu Amazon. On a testé Cdiscount, ça marche moins bien. Et maintenant on est sur Nature et Découverte depuis quelques mois. Donc on s'est diversifié, mais toujours sur le web et toujours en e-commerce. Donc, mais on a testé avant de prendre des décisions. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore dire que vous vous considérez encore comme pure player? Je pense qu'aujourd'hui, plus qu'avant, on est pure player dans le sens où avant, on a vraiment testé d'autres canaux qu'aujourd'hui, on a vraiment décidé d'avoir une stratégie 100% web, que ce soit sur notre site ou sur les marketplaces. Puis, il faut savoir que les comportements d'achat ont beaucoup évolué aussi ces dernières années. Par exemple, la période du Covid, on a vu arriver
arrivé avec beaucoup de crainte et de peur, finalement, à développer chez les gens, en tout cas, la confiance d'acheter sur Internet, et ce qui a été bénéfique, je pense, à tout le secteur du e-commerce. Et je vois Aurélie qui me fait les gros yeux. Je pense que c'est par rapport à l'anglicisme pure player. C'est bien ça Voilà, tout à fait. je m'en Est-ce qu'on doutais. peut, pour les auditeurs, expliquer pure player quand on n'est pas bilingue? Un pure player, c'est un commerçant présent uniquement sur Internet. En fait, c'est un commerçant qui ne dispose pas de local pour vendre et qui vend uniquement par l'intermédiaire d'Internet. C'est bien ça, tu as tout compris. Nous pouvons également retrouver vos produits dans certaines boutiques. Alors finalement, on a quelques boutiques qui nous contactent pour vendre nos produits, donc principalement les petits produits, parce que finalement, on s'est aperçu que les grosses malles, c'était compliqué de les vendre en boutique parce que les gens veulent pas repartir avec un gros paquet sous le bras. Mais on a des boutiques qui vendent nos petits accessoires. Mais finalement, c'est peu de boutiques parce que c'est pas notre stratégie aujourd'hui. Le B2B représente à peine 1% de nos ventes. Et on fait surtout appel aux professionnels sur la partie marketplace où effectivement on reverse une commission à Amazon ou à Etsy ou à Nature et Découverte également. Du coup, vous jouez avec l'omnicanalité de votre activité en ligne et l'utilisation des boutiques distributeurs. C'est un vrai plus pour le développement de votre chiffre d'affaires. Effectivement, ça doit vous permettre de capter de l'audience sur Internet et de profiter de la clientèle de vos distributeurs. D'ailleurs, en parlant d'audience, il me semble que vous avez mis en place une vraie stratégie digitale pour vous faire connaître. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et surtout quels outils vous utilisez dans cette stratégie? Oui, tout à fait. En fait, avant même de créer notre site e-commerce, avec Séverine, on s'est formé aux bonnes pratiques en matière de SEO. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est le référencement naturel en français, Search Engine Optimization. Et on a lancé notre blog avant même d'avoir donc le site e-commerce. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a optimisé notre site, on a créé des articles de blog en fonction des expressions sur lesquelles on voulait que nos clients puissent nous trouver. Et puis, on a fait ensuite en sorte que, en publiant régulièrement des articles sur des champs sémantiques, j'allais promouvoir vraiment ce référencement et faire en sorte qu'on ressorte en tête des résultats de recherche de Google. Pour la petite anecdote, Séverine a écrit un article sur un cadeau qu'elle avait fait à son mari pour la naissance de son fils qu'on appelle une boîte à papa. Et en fait, cet article s'est tout de suite positionné en tête des résultats de recherche à tel point que peu de temps après, on s'est dit qu'on allait lancer ces produits-là. Donc, on les a créés sur la base d'un positionnement Google. Et en fait, ça a été vraiment un succès pour notre entreprise. Et du coup, on a décliné toute la gamme. Donc, la boîte pour la maman, le grand frère, la grande sœur, les grands-parents. Donc voilà, vraiment, le référencement pour nous, c'est au cœur de notre stratégie et c'est vraiment le premier levier de trafic qu'on a sur le site aujourd'hui. Et ça tombe bien parce que c'est gratuit. Côté payant, ce que tu évoquais, Aurélie, on a aussi travaillé la publicité sur Google Ads. Donc, c'est la même chose, sauf qu'on paye pour apparaître sur des expressions. On avait fait un premier test en 2018, mais qui n'avait pas très bien marché. On ne s'est pas arrêté là. On a retenté l'expérience fin 2019 avec un contexte qui avait évolué, une meilleure connaissance de nos clients aussi, sous forme d'annonces visuelles. Et ça a été une vraie réussite. Et aujourd'hui, c'est une partie significative, en fait, de notre investissement marketing qui est consacrée au SEA, donc le Search Engine Advertising, donc la publicité sur les moteurs de recherche. Et après, en digital, il y a un troisième canal qui est vraiment essentiel pour nous, même s'il est un peu plus aléatoire en termes de retour sur investissement, c'est ce qu'on appelle le marketing d'influence. Donc, c'est le fait de faire appel à des mamans ou des papas influenceurs qui vont avoir une communauté de jeunes et futurs parents, donc vraiment dans le cadre de nos cibles. On leur offre le produit et sur leurs réseaux sociaux, ils vont le présenter comme s'ils se l'étaient offert ou parfois ils précisent, maintenant c'est devenu obligatoire, qu'ils l'avaient reçu en cadeau. Et de ce fait-là, en fait, les gens vont découvrir la marque, le site internet et acheter nos produits. Ce qui était assez troublant pour nous, c'est qu'en fait, on a fait aussi des actions marketing avec la presse traditionnelle, donc la Maison des Maternelles, pour ceux qui connaissent, qui est la référence télévisuelle de notre cible. Et en fait, on a eu plus de portée avec certaines influenceuses qu'avec des journalistes qui sont réputés objectives, qui présentaient les produits. Donc voilà, ça laisse parfois songeur aussi sur l'évolution de notre société et de notre consommation. En tout cas, pour faire un retour là-dessus, parce que je sais qu'il y a eu des polémiques récemment sur ce sujet, les influenceuses avec lesquelles on a eu le plaisir de travailler ont quasiment systématiquement été très professionnelles et avec de très bons échanges avec nous. Donc voilà, je tenais à rétablir aussi une vérité. Tous les influenceurs ne sont pas forcément des voleurs. Voilà. Effectivement, c'est une très belle stratégie qui a été mise en place et ça se voit puisque votre site internet, aujourd'hui, il est très visible sur les moteurs de recherche. C'est un très bon travail qui a été fait sur la partie référencement. Oui, d'ailleurs, pour un petit peu résumer, mais tu l'as très très bien expliqué, Emmanuel, le bon référencement d'un site internet, ça signifie sa bonne position sur un ou plusieurs
plusieurs moteurs de recherche. Et du coup, donc, Emmanuel, tu nous as parlé du travail avec les influenceurs, mais est-ce que le petit pouce est présent aussi sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors oui, comme pour le référencement, on a différents comptes sur les différents réseaux sociaux et on les a lancés avant même de lancer notre site pour commencer à créer une communauté. Donc au début, c'est les amis des amis qui s'abonnent et puis on fait notre chemin et on augmente nos communautés. Donc on est très présente sur Facebook et Instagram en particulier, aussi sur YouTube, LinkedIn, un petit peu Twitter. Bon, on a essayé TikTok, mais je crois qu'on est un petit peu trop vieille. On n'est pas né à la bonne génération, je crois. TikTok et Snap, on n'y arrive pas. Non, pour l'instant. pas encore. Ça va venir. Voilà, faudra qu'on embauche une stagiaire, je pense, un jour. Ou embaucher les enfants. C'est ça. Je pense que là, on est dans la bonne tranche d'âge. Ils sauront mieux faire un peu. Donc voilà, donc on reste sur, on va dire, sur les réseaux classiques des anciens, mais c'est aussi là qu'on trouve notre public de jeunes parents, mais aussi de jeunes grands-parents, parce que c'est un public qu'on arrive à maintenant bien toucher via les réseaux sociaux. Donc ça, c'est intéressant pour nous. Et puis on essaye d'adapter le contenu de ce qu'on publie en fonction du réseau, parce que par exemple sur Facebook, les gens aiment voir ce qu'on appelle le storytelling, ou voir dans notre vie de maman entrepreneur. Sur Instagram, c'est plutôt les jolies photos, les jolies décos, etc. On essaye de s'adapter au réseau sur lequel on est et de pas faire la même communication de partout. La seule chose, c'est que c'est quand même assez frustrant les réseaux sociaux, parce que les algorithmes changent et évoluent régulièrement, et on s'aperçoit que finalement il y a qu'une toute petite partie de nos abonnés qui voient nos publications, sauf quand on paye, mais aujourd'hui on paye pas. Et donc du coup ça c'est assez frustrant finalement de se dire on fait des publications, mais qu'il y a que 10% des gens qui sont vraiment abonnés à notre page qui vont voir nos publications. Voilà, donc ça c'est un petit peu la limite des réseaux sociaux pour nous. Et du coup, comment vous les gérez? Est-ce que vous êtes accompagné par une agence ou est-ce que vous le faites par vous-même? Oui, il se trouve qu'en effet, on gère les réseaux sociaux par nous-mêmes. Ça explique aussi pourquoi c'est pas toujours facile pour nous d'être régulière, parce que quand on a d'autres actualités dans l'entreprise, comme de la création de produits, c'est difficile d'être voilà. Mais il existe des outils pour ceux qui, pareil, voudraient créer leur entreprise et connaître ça, qui permettent de planifier en fait les publications sur un calendrier. On a travaillé avec une agence aussi pour réaliser des vidéos, parce que pour le coup, on avait besoin d'une qualité professionnelle pour faire un film de marque, et donc on les a logiquement partagés ensuite sur les réseaux. Mais plus récemment, on s'est dit que ce que voulaient les gens, enfin ce qui leur plaît, c'est aussi l'authenticité. Donc, on s'est transformé en vendeuse de téléachat avec Séverine, toi, surtout moi. Et donc voilà, on présente les produits nous-mêmes avec les images, les contenus de nos enfants. Et je pense que c'est aussi ce qui plaît aux gens, c'est de voir que c'est pas juste pour faire des choses parfaites, c'est aussi pour montrer la réalité de l'usage de nos produits. Et pour rebondir là-dessus, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, il existe aussi des agences et des outils pour trouver des influenceuses. Il se trouve que jusqu'à présent, on n'est jamais passé par ces agences. En fait, ça prend un peu de temps, mais au final, ça nous permet de vraiment bien cibler celles qui vont correspondre à nos valeurs et aussi creuser le taux d'engagement, parce que par le biais d'agences, on peut nous vendre des choses assez sympas. Et dans la réalité, on peut aussi parfois être déçu quand on paye des influenceuses. On a pris le parti vraiment de gérer tous ces sujets-là par nous-mêmes. Vous êtes devenus des vrais pros de la communication, entre l'animation du blog, les vidéos, la gestion des réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'avec l'ère du numérique, il est plus facile pour une jeune entreprise de miser sur le digital pour se développer. Alors c'est très gentil Aurélie, je ne sais pas si on est vraiment des professionnels des réseaux sociaux. En tout cas, on s'est professionnalisé, parce que pour l'anecdote, il y a 7 ans, quand on a créé l'entreprise, aucune de nous deux n'avait un compte Instagram personnel. On vient de très très loin. On s'est formé aux règles des algorithmes, on s'astreint à respecter ce que disait Séverine, les tendances sur les formats, la régularité, mais on n'est pas perfectionniste, parce qu'on entretient aussi l'idée qu'on reste des mamans comme les autres, qu'on a aussi envie de passer du temps avec nos enfants. Donc, par exemple, le mercredi, on est avec eux. On partage notre quotidien aussi sur la vie de notre petite entreprise, et c'est vraiment un point important de notre storytelling de maman. Et on se dit que si finalement on transmette ça à une agence, ce serait moins authentique. Donc, on préfère garder la gestion des contenus. Et sur la partie référencement, alors là, pour le coup, on s'est beaucoup formé. C'est peut-être pour ça aussi que ça fonctionne bien. Surtout les aspects techniques, sémantique. Donc ça, c'est vraiment pour faire en sorte que le moteur nous retrouve bien. Après, sur le fond de ce qu'on raconte dans nos articles de blog et même sur la création de nos produits, ça va être quand même toujours dans notre vécu de maman qu'on va aller puiser nos idées, etc. Donc le numérique, ça permet de faire plein de choses. Après, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de concurrence. Donc on peut toucher beaucoup de monde. Je pense qu'il faut aussi réussir à choisir un peu ses combats et réussir à trouver la bonne manière de toucher son public. Et de bien choisir sa cible, peut-être aussi, de l'affiner au plus possible. On peut pas plaire à tout le monde, et ça fait partie aussi des retours de notre expérience, mais aussi d'autres marques
tourner comme ça sur les réseaux et sur Internet. C'est que finalement, c'est dans le ciblage qu'on réussit vraiment à faire une percée et en étant honnête finalement sur sa personnalité. Donc, notre vécu, c'est aussi ce qui plaît à nos clients parce qu'ils sont comme nous. Ils aiment se reconnaître comme ils aiment se reconnaître dans les influenceurs qui vont vouloir suivre. Il me semble que votre site e-commerce propose également du BNPL, Buy Now, Pay Later. Achète maintenant, paye après en français, je reprécise. Merci Aurélie. Alors, je vous refais l'histoire, mais quand on a lancé la marque, on pensait qu'on aurait une clientèle de clients plutôt aisés, ou alors qu'on serait beaucoup sur des produits, des achats groupés pour un baptême, pour une naissance, des gens qui se regrouperaient. Et puis, on a fait par exemple des salons, et on s'est aperçu avec le retour des clients que non, c'était pas forcément des gens très aisés, mais des gens qui pouvaient économiser pendant des mois ou des années pour pouvoir s'offrir ce produit dont ils rêvent depuis qu'ils nous connaissent. Et par exemple, en salon, on a beaucoup de clients qui nous demandaient s'ils pouvaient payer en plusieurs chèques et qu'on encaisse un chèque par mois. On a bien sûr dit oui. Et c'est là qu'on s'est rapidement dit, mais en fait, il faut qu'on mette un système de paiement en plusieurs fois sur le site. Déjà pour sécuriser les paiements, parce que le chèque c'est quand même moins sécurisant que les paiements par carte bancaire. Et puis pour permettre à nos clients en ligne et pas que aux clients qui sont sur salon de pouvoir profiter de cette opportunité de payer en plusieurs fois. Donc c'est quelque chose qu'on a mis en place assez rapidement, donc avec le système Pay de la Banque Populaire au départ. Et puis ensuite on a fait la migration vers Payplug pour pouvoir utiliser la solution Honey qui permet de payer en 3 ou 4 fois. Et est-ce qu'aujourd'hui le Buy Now Pay Later via Honey vous aide dans votre développement, par exemple? Est-ce vous avez remarqué un panier moyen qui a augmenté? Ou est-ce que vous avez eu une baisse des abandons de panier? Alors du coup, c'est difficile à dire pour nous parce qu'on a mis en place ce système de paiement plusieurs fois rapidement sur notre site. Donc on peut pas comparer le avant-après. Ce qu'on peut dire, c'est que je pense qu'on a des clients qui vont acheter plus rapidement. Donc dans la décision d'achat, ça va aller plus vite grâce à ce système-là. Alors que peut-être ils auraient acheté dans plusieurs mois le temps d'économiser si on n'avait pas eu ce système-là. Il faut savoir que le paiement en plusieurs fois représente à peu près 4% de notre chiffre d'affaires, donc c'est pas négligeable. Et uniquement sur des gros paniers, parce qu'on est en moyenne à plus de 200 euros sur ces paniers-là. Ce qui est loin de la moyenne de nos paniers habituels. Donc sur des gros paniers. Par contre, ce qui peut être intéressant de noter, c'est que avant, donc avec l'ancien système de paiement en plusieurs fois sur Système Pay, on était en 3 fois sans frais. Sur Honey, on est passé en 3 ou 4 fois avec frais. Et là, on n'a pas vu de différence. C'est-à-dire que je pense que les gens préfèrent payer avec des frais, mais payer en plusieurs fois quand même. Donc le avec ou sans frais, pour nous, n'a pas vraiment fait de différence. C'est la seule transition qu'on a fait sur laquelle on peut vous faire un retour d'expérience. C'est très intéressant en tout cas, ce retour. Pour conclure, qu'est-ce que vous recommanderiez à un professionnel ou à un futur professionnel qui souhaiterait se lancer dans le e-commerce? Alors, j'ai envie de dire, comme pour une entreprise classique qui vendrait en direct auprès de ses clients, je pense que le premier conseil, c'est de ne pas sous-estimer le temps qui est nécessaire pour se faire connaître. En fait, avant de lancer notre entreprise, on nous avait dit qu'il faudrait 3 ans avant de réussir à faire tourner l'entreprise sans se rémunérer. Il se trouve comme l'a dit Séverine, on arrivait d'une entreprise en plan social, on a pu bénéficier d'aide, y compris de l'État pendant 2 ans, et ça a vraiment été nécessaire. Donc, vraiment considérer ce temps, surtout en e-commerce, où justement, la concurrence est féroce, on en parlait. Donc, certes, on a la possibilité de toucher le monde entier, mais il faut vraiment du temps pour bien comprendre ses cibles, comprendre par quels canaux on va réussir à les toucher, et donc bien les choisir. Et après, asseoir sa marque. Donc ça passe par des bons avis, ça passe par beaucoup de bouche à oreille. Enfin, nous, c'est vraiment quelque chose qui revient à nos clients. J'ai adoré, les gens à qui je veux faire le cadeau ont adoré, on parle de vous, on parle de vous, on parle de vous. On les remercie. Et aussi, d'une certaine manière, nous, ça a aidé aussi la validation par les médias de référence. Donc le fait de passer dans la presse spécialisée qui valide votre produit, quand même, ça assoit la réputation. Comme on l'a évoqué, pour nous, ce qui a été clé, mais ça peut être différent vraiment d'une entreprise à l'autre, ça a été le référencement, la publicité digitale, télévision, les réseaux sociaux. Mais après, chaque entreprise est différente. Donc, on a d'autres amis qui ont créé des entreprises en e-commerce et pour eux, ça n'a pas forcément été exactement les mêmes leviers. Donc, le dernier conseil serait vraiment croyez en votre produit, croyez en votre projet. Allez voir les banques. Vous verrez, il y a des banques super qui ont confiance en votre projet aussi. Testez beaucoup de choses au départ avec des budgets qui restent maîtrisés parce qu'on peut avoir envie d'aller tout de suite dépenser beaucoup et la trésor, le cash is king, comme on dit en anglais. La trésorerie, c'est ce qui fait qu'on peut tenir et qu'on a ce temps d'apprendre. Et après, dès que vous trouvez quelque chose qui marche, investissez. Et voilà.
et enrichissez-vous aussi des retours de vos clients en sachant que rien n'est jamais figé. Et si je reprends l'exemple de la pub Google, ça n'avait pas marché pour nous au début, on a retesté 2 ans après, ça a marché. Donc continuez à rester curieux, parlez de votre projet autour de vous et puis trouver une super associée au passage, ça aide. Merci. Merci beaucoup pour cette belle conclusion. Merci à vous deux. On sent beaucoup de sincérité, beaucoup de volonté. C'était très intéressant. Merci beaucoup pour votre retour. Merci beaucoup de nous avoir reçus en tout cas. Et c'est une très belle merci à vous. association. Emmanuel, Séverine, merci pour votre partage. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On vous donne rendez-vous très prochainement pour notre prochain podcast e-commerce. On vous souhaite une très belle journée.